Il était une fois, dans les couloirs glacés d'une entreprise iconique, une simple signature, un geste apparemment anodin, mais qui allait déclencher la tempête parfaite. Ce n'était pas la Chine, ce n'était pas la Russie. Non, c'était le Canada. Un petit coup de pinceau, une décision sans tambour ni trompette, et le géant américain s'effondrait. Ford, un nom synonyme de l'industrie automobile américaine, a vu son rêve électrifié se transformer en un cauchemar logistique. Alors que les États-Unis se concentraient sur des guerres commerciales bruyantes, le Canada jouait un jeu silencieux, mais implacable. Il n'a pas déclaré la guerre. Il n'a pas imposé de sanctions officielles. Non, il a simplement réécrit les règles du commerce. La réaction? Immédiate. Ford, dépendante de minerais essentiels comme le lithium et le nickel pour ses voitures électriques, a vu son approvisionnement soudainement interrompu. Les chaînes de production se sont figées, les usines se sont éteintes. En l'espace de quelques jours, ce qui semblait être une rupture temporaire est devenu une crise profonde et systémique. La question qui se pose est la suivante. Comment un mouvement aussi discret, presque invisible, a-t-il été capable d'infliger une telle dévastation à une icône de l'industrie? Un seul homme, un seul pays, un seul geste. Et tout a changé. Mais qu'est-ce que le Canada avait fait exactement? Lentement, l'histoire se déroule, chaque mouvement révélant une tension croissante. Le Canada, pourtant perçu comme trop poli pour déranger, a remporté une victoire stratégique sans même lever la voix. Mais il y a un prix à tout ça, et Ford allait bientôt en payer le coût, bien plus cher que prévu. Avant de continuer, une petite pause. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Nous visons les 16 000 abonnés, et votre soutien est essentiel pour y parvenir. Cliquez sur s'abonner et restez avec nous pour plus de vidéos intéressantes. Merci. Le rêve de Ford, c'était la révolution électrique. La F-150 Lightning, un camion entièrement électrique, devait être le fer de lance de son avenir. Ford avait investi des milliards de dollars dans cette transition, des usines modernisées à Dearborn, Michigan, jusqu'à Oakville, Ontario, en passant par des lignes de production conçues pour faire face à l'avenir. Mais tout cela reposait sur un postulat, l'accès ininterrompu aux matériaux canadiens. Et puis, le Canada a frappé, discrètement. En quelques jours, ce qui semblait être une simple perturbation s'est transformé en une crise. L'approvisionnement en lithium et nickel, essentiel à la production de batteries pour les véhicules électriques, a été coupé. C'était plus qu'un simple retard. C'était un arrêt net. Les usines de Dearborn se sont figées. Les ingénieurs ont été réaffectés aux opérations de crise, les lignes de production suspendues. À Oakville, où Ford venait de consacrer près de 1,8 milliard de dollars à une transformation majeure pour produire des véhicules électriques, les camions n'arrivaient même plus. Les travailleurs ont été mis en pause, les marchés financiers ont réagi, et en 6 jours seulement, l'action de Ford a chuté de près de 12%. Le CEO Jim Farley, jadis le visage de l'espoir et de la vision de Ford pour l'avenir, s'est retrouvé dans une position embarrassante. Il a d'abord assuré que tout cela n'était que temporaire, mais les problèmes se sont enchaînés à un rythme vertigineux. Il n'y avait pas de plan de secours viable. L'issue de secours était désormais un mirage. Les rêves de croissance de Ford se sont envolés, remplacés par le silence assourdissant des usines à l'arrêt. Ford n'était plus qu'une entreprise en crise, en attente de secours. Mais quel secours pourrait-il venir? Et d'où? C'était maintenant une question de survie, et Ford ne semblait pas prêt à l'affronter seul. Loin des projecteurs, là où les négociations bruyantes sur les tarifs et les politiques économiques occupaient la scène mondiale, un petit mais stratégique changement a eu lieu à la frontière canado-américaine. Un simple ajustement dans les protocoles d'inspection, sans annonce officielle ni déclaration publique. Pas de sanctions, pas de cris, juste des contrôles plus stricts, des inspections rallongées et des délais qui se multipliaient.
Sous la direction de Mark Carney, le premier ministre canadien, le Canada avait modifié ses règles douanières sans avertir. Ce n'était pas un acte de guerre, mais c'était tout aussi efficace. Chaque camion transportant des composants vitaux pour les véhicules électriques de Ford, tels que le lithium et l'aluminium, était désormais scruté. Ce qui prenait autrefois 6 heures à traverser la frontière prenait désormais 3 jours. Pas de menaces ouvertes, juste des retards soigneusement orchestrés. Les camions étaient bloqués dans des files interminables à Windsor, Niagara et d'autres points de passage. Les conducteurs dormaient dans leurs cabines pendant que les chaînes de production à Detroit et à Chicago s'arrêtaient, et tout cela se produisait sous le radar, presque invisible. Ce n'était pas illégal, pas hostile en soi, mais c'était fatal pour une industrie qui fonctionnait selon un calendrier serré. Ford et ses concurrents se sont retrouvés impuissants face à cette situation. Leurs usines se sont arrêtées, les employés se sont retrouvés sans travail. L'économie de l'automobile a commencé à s'effondrer, sans même que le grand public ne comprenne comment cela avait pu se produire si rapidement. Le Canada n'avait pas besoin d'imposer des sanctions. Il suffisait de laisser les formalités bureaucratiques faire leur travail. Et pendant que Ford cherchait une issue, Carney menait une campagne diplomatique, peignant le Canada comme le champion du commerce équitable et un martyr face à l'agression américaine. Les conséquences de la crise chez Ford ne se sont pas limitées aux murs des usines. Elles se sont rapidement propagées, touchant des millions de travailleurs et de familles dans tout le pays. À Michigan, Ohio et au-delà, des usines fermées ont plongé des communautés entières dans le chaos économique. Les travailleurs de la ligne de production, les ingénieurs, les fournisseurs, tous se sont retrouvés dans un vide économique. À l'intérieur de Ford, les signes de panique étaient évidents. Les réunions internes étaient devenues tendues. Les responsables de production cherchaient désespérément des solutions, mais aucun plan alternatif n'était en vue. Le manque de transparence de la direction a alimenté la frustration. Mais en dehors de la salle de conférence, la véritable détresse se jouait dans les foyers des employés. Les personnes qui avaient cru en Ford, qui avaient construit leur vie autour de l'automanufacture, se retrouvaient du jour au lendemain, sans travail, sans sécurité financière. Les familles qui avaient acheté des Ford F-150, symbole de la classe ouvrière américaine, se retrouvaient maintenant avec des prix qui avaient atteint des sommets insoutenables. Les camions qui autrefois étaient l'épine dorsale de la classe moyenne étaient désormais hors de portée, même sur le marché de l'occasion. Les prix avaient explosé et le rêve américain d'un véhicule abordable et fiable se brisait. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, c'était la perte de confiance qui marquait le plus. Les communautés locales, qui avaient forgé leur identité autour des usines Ford, se retrouvaient à se demander si l'entreprise pour laquelle elles avaient tout sacrifié allait vraiment revenir. Ford, qui avait promis la transition vers un avenir électrique, devenait un symbole d'échec. Une promesse brisée qui plongeait dans l'incertitude des ouvriers, des familles et des citoyens ordinaires, ceux qui avaient fait confiance à l'industrie automobile américaine pour leur stabilité économique. Au sommet de la crise chez Ford, le CEO Jim Farley, autrefois vu comme un visionnaire, se retrouvait désormais dans une position extrêmement fragile. Alors qu'il prônait l'avenir électrique de l'entreprise, ses promesses se heurtaient à une réalité implacable, une paralysie totale de la production. La chute brutale des actions de Ford, qui avait perdu 12% en une semaine, n'était plus un simple incident boursier. C'était la preuve qu'une entreprise qui semblait invincible venait de perdre le contrôle. Dans les salles de réunion, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Les directeurs de niveau intermédiaire, autrefois pleins d'espoir, circulaient maintenant des mémos privés concernant un plan de succession d'urgence. Les réunions qui étaient auparavant remplies d'optimisme sont devenues des discussions de crise. Le leadership de Farley était désormais mis en doute,
et les membres du conseil d'administration commençaient à se demander si la stratégie de Ford avait été trop ambitieuse, trop dépendante des chaînes d'approvisionnement canadiennes. Publiquement, Farley continuait de défendre le modèle de transition, parlant de défis temporaires et de solutions à court terme. Mais en coulisses, la panique s'installait. Des licenciements commençaient à filtrer dans la presse, des usines dans le Michigan et l'Ontario fermaient leurs portes. La confiance des actionnaires s'évaporait et la réputation de Ford, jadis solide, commençait à se fissurer. En tant que leader, Farley se retrouvait face à une vérité inévitable. Ses rêves de futur électrique s'étaient effondrés. Les promesses de croissance et de prospérité faisaient place à des plans de sauvetage et des décisions de crise. Ce qui devait être une transition brillante vers une nouvelle ère était devenu un piège dans lequel Ford s'était pris au piège. Le rêve de Farley de surpasser Tesla et de révolutionner l'industrie automobile s'éloignait à chaque seconde. Et pourtant, le plus dur était à venir, un coup plus difficile à encaisser, et qui venait de l'intérieur même de l'entreprise. Alors que Ford était en train de se noyer dans ses propres erreurs, le monde continuait de tourner. Mais il ne tournait plus autour des États-Unis. Le secteur automobile mondial était en pleine évolution, et cette révolution était guidée par des forces que Ford n'avait pas anticipées. Tandis que les États-Unis étaient accablés par une crise interne, le Canada et ses voisins se réorganisaient, se positionnant pour prendre une place de choix dans l'industrie automobile. En l'espace de quelques mois, la Chine, qui observait silencieusement la situation, a exécuté une stratégie qui avait été des années en préparation. Elle a signé des accords miniers avec des entreprises canadiennes, garantissant l'accès au lithium et au cobalt, les matériaux cruciaux pour les batteries des véhicules électriques. Et ce n'était que le début. Loin de se contenter d'être spectatrice, la Chine a ouvert de nouvelles usines d'assemblage au Mexique, profitant de l'accord commercial États-Unis-Mexique-Canada pour contourner les taxes et s'implanter directement sur le marché américain. Ford, incapable de s'adapter, se retrouvait désormais pris en étau entre des fournisseurs qui se tournaient vers la Chine et une main-d'œuvre qui était plus attirée par les promesses des nouvelles marques. En Europe, les gouvernements et les entreprises ont commencé à se détourner de Ford, trouvant dans des alternatives locales ou asiatiques une meilleure stabilité, une production plus fiable et des prix plus compétitifs. Ce qui était autrefois un symbole de l'industrialisation et de la prospérité américaine, était devenu une relique du passé. Les Européens, autrefois les plus fidèles clients de Ford, ont commencé à remplacer leurs véhicules par des alternatives japonaises ou coréennes. Et tandis que Ford se battait pour rattraper son retard, ses rivaux prenaient de l'avance, renforçant leur emprise sur les marchés où Ford avait autrefois dominé. Ainsi, le rêve de Ford de dominer l'industrie automobile mondiale s'éteignait dans un silence stratégique. La chute d'une légende américaine avait été silencieuse, mais sa disparition inéluctable.